Dans le monde souterrain de Rio de Janeiro, il y avait un nom qui forçait même les criminels les plus aguerris à baisser les yeux lorsqu'ils l'entendaient. Javier Almeida n'était pas un simple chef du crime organisé. C'était l'homme qui dirigeait la zone sud d'une main de fer, dont les affaires brassaient des millions par mois et dont la réputation de cruauté s'étendait de Leblon jusqu'à la Bexada Fluminense. Javier ne se contentait pas de briser des os, il brisait la volonté des gens. Mais la nuit où il traîna une serveuse maladroite et tremblante de peur, nommée Julia, vers son ring privé à l'arrière du club, il commit la première erreur fatale de sa vie. Il pensait jouer avec une petite souris effrayée. Il ne vit pas les callosités épaisses sur ses articulations, ni la façon dont le poids de son corps se répartissait parfaitement sur ses talons. Il ignorait que cette femme tremblant dans un tablier 2 fois trop grand n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de ce qu'elle lui ferait si elle cessait de se retenir. Le prédateur était sur le point de devenir la proie. L'air à l'intérieur de l'Onyx, le club le plus exclusif et réservé de Rio de Janeiro, dégageait des effluves de cuir italien importé, de cigares cubains hors de prix et de peur. C'était un type de peur bien spécifique, celle qui vibrait silencieusement sous le tintement des coupes de cristal baccarat et le murmure bas des conversations conspiratrices. C'était le domaine de Javier Almeida, le caïd de la côte Carioca, un homme dont la fortune liquide égalait le PIB de petites villes et dont le tempérament était aussi explosif qu'une arme chargée pointée sur votre tempe. Julia ajusta ses grosses lunettes à monture noire, gardant la tête basse tout en maintenant l'équilibre d'un lourd plateau de canapé gourmet. Elle travaillait à l'Onyx depuis 3 semaines. Durant ce temps, elle avait perfectionné l'art d'être invisible. Elle portait un uniforme trop grand de 2 tailles pour dissimuler la définition musculaire de ses épaules et de ses bras. Elle marchait avec un léger traînement de pieds maladroits, masquant la grâce naturelle et prédatrice d'une femme qui avait passé 16 ans à s'entraîner sur les rings brutaux de Val Tudo dans l'arrière-pays du Minas Gerais. Ici, elle n'était pas l'ombre, le nom de scène qu'elle avait abandonné 7 mois plus tôt après qu'un combat eût très mal tourné à Belo Horizonte. Ici, elle n'était que Julia, la fille maladroite. Encore du vin, ordonna une voix depuis le carré VIP situé au coin de la salle principale. Julia se figea. C'était la table centrale, la cage aux lions. Javier Almeida siégeait au milieu de la banquette en velours violet, tel un prince sombre sur son trône de pouvoir. Il était indéniablement beau, avec des traits anguleux et acérés, des yeux de la couleur d'un expresso froid et un costume Armani sur mesure qui coûtait plus cher que toute l'existence de Julia. Mais il y avait une cruauté dans sa mâchoire carrée qui avertissait qu'il fallait garder ses distances. Autour de lui se trouvaient ses lieutenants, Bruno, un homme immense avec une cicatrice descendant le long du cou, et un associé en visite de Sao Paulo nommé Marcelo. « J'ai dit, plus de vin !» aboya Marcelo en frappant violemment la table du poing. Julia s'empressa d'arriver, tenant une bouteille de Château Margaux 1998. « Oui, monsieur. Je vous sers tout de suite. » Sa voix était douce, intentionnellement faible et tremblante. Elle s'approcha de la table, les yeux fixés sur la nappe blanche. La règle d'or de sa nouvelle vie était simple et claire, ne pas attirer l'attention. Alors qu'elle débouchait la bouteille, Marcelo, manifestement ivre et cherchant une distraction facile, tendit la main et saisit fermement le poignet de Julia. « Regarde-moi celle-là, Javier !» se moqua Marcelo en déséquilibrant Julia. Un joli visage caché derrière ses lunettes d'horreur. « Pourquoi embauches-tu des employés aussi fades dans un endroit pareil ?» La bouteille de vin vacilla dangereusement dans la main de Julia. Son instinct, aiguisé par des milliers d'heures de combat au corps à corps, hurla dans sa tête, brise le poignet, pivote les hanches, coude sur la tempe. Elle réprima cet instinct, se laissant trébucher. « S'il vous plaît, monsieur, lâchez-moi. »« Marcelo, laisse l'employé tranquille, » dit Javier, sans même lever les yeux du dossier qu'il lisait. Sa voix trahissait l'ennui et l'indifférence. Il ne se souciait pas de la sécurité de Julia. Seul le bruit, causé par la situation, l'importait. « Je m'amuse juste, patron », rit Marcelo en tirant Julia encore plus fort. « Viens ici, poupée. Enlève ses lunettes. » La secousse soudaine fit pencher dangereusement la bouteille dans la main tremblante de Julia. Le liquide rouge, épais et sombre comme du sang fraîchement versé, jaillit de la bouteille. Il rata complètement le verre de cristal et s'abattit en cascade directement sur la chemise blanche impeccable de Javier Almeida et le revers de son veston gris anthracite. La musique du club sembla s'arrêter instantanément. Toutes les conversations dans un rayon de 10 mètres s'éteignirent à la même seconde. Marcelo lâcha le poignet de Julia comme s'il était en feu. Il devint livide. « Javier, je n'ai pas. »
Javier ferma lentement son dossier. Il baissa les yeux, observant la tache rouge s'étendre sur son torse. Puis il leva lentement les yeux pour rencontrer ceux de Julia. Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. Son regard était terrifiant, vide d'émotion, calculateur et froid comme de la glace carbonique. « Sais-tu en quel tissu ce costume est fait » demanda Javier à voix basse. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle résonna dans la salle silencieuse. « Je suis désolée, monsieur » bégaya Julia, restant dans son personnage. Elle saisit une serviette et tendit la main, mais Bruno, le garde du corps, intercepta ses doigts, les serrant avec une force douloureuse. « Ne le touche pas » grogna-t-il d'un air menaçant. Javier se leva lentement. Il la surplombait du haut de son 1,93 m de pure intimidation physique. Il lui prit la serviette des mains, essuya une goutte de vin sur son menton et laissa tomber le tissu au sol. « Laine de Vigogne » dit Javier calmement. « Il coûte 45 000 réaux, et le vin que tu viens de gaspiller en vaut 12 000 de plus. »« Je paierai pour cela » dit Julia d'une voix tremblante. « Je travaillerai jusqu'à ce que la dette soit éteinte, s'il vous plaît. » Javier rit. C'était un son sec, dénué de tout humour. « Tu es serveuse. Tu gagnes quoi? 50 réaux de l'heure plus les pourboires? Il te faudrait 4 ans juste pour payer le pressing de cette tenue. » Il fit un pas de plus, envahissant totalement son espace personnel. Il dégageait une odeur de santal et de danger pur. Il l'étudiait, cherchant la peur dans ses yeux, s'attendant à ce qu'elle éclate en sanglots. C'est ce qu'elle faisait toujours, pleurer, supplier, offrir des faveurs sexuelles. Mais Julia ne pleura pas. Derrière les verres épais de ses lunettes, son regard restait étrangement ferme, focalisé. Elle respirait de manière rythmée, inspirant par le nez et expirant par la bouche, contrôlant son rythme cardiaque avec une précision militaire. Javier le remarqua immédiatement. Un éclair de confusion traversa ses yeux sombres. La plupart des gens tremblaient de façon incontrôlable lorsqu'ils s'approchaient ainsi. Elle restait immobile. Trop immobile. « Tu as un bon équilibre » murmura Javier, presque pour lui-même. Soudain, il attaqua d'une gifle du revers de la main, visant uniquement à l'humilier, à faire voler ses lunettes. Ce n'était pas un coup mortel, juste irrespectueux et dégradant. Cela se produisit en une fraction de seconde. Julia ne réfléchit pas. Son corps prit le relais. Avant que la main ne puisse toucher sa joue, sa tête glissa vers la gauche. Un mouvement microscopique, un esquive typique de la boxe. Sa main gauche remonta instantanément pour contrôler l'avant-bras de son agresseur, redirigeant l'énergie du coup dans le vide. Un silence absolu s'abattit sur le club. La main de Javier resta suspendue dans l'espace où son visage se trouvait un millième de seconde auparavant. Il regarda sa propre main suspendue, puis de nouveau Julia. Celle-ci réalisa son erreur aussitôt. Elle courba immédiatement les épaules, fixant le sol de marbre. « J'ai eu peur. Pardon. » Javier n'y croyait pas une seconde. L'ennui dans ses yeux s'était évaporé, remplacé par une curiosité acérée et prédatrice. Il avait lancé cette gifle avec une vitesse qui avait déjà mis KO des assassins rivaux. Une serveuse maladroite n'esquive pas Javier Almeida par accident. Il lui saisit le menton avec force, l'obligeant à l'affronter. « Tu n'as pas eu peur » murmura-t-il dangereusement. « Tu as esquivé comme une combattante. » Il la lâcha et se tourna vers Bruno. « Videz la salle. Tout le monde dehors, maintenant. »« Patron » demanda Bruno, confus par l'ordre. « J'ai dit, tout le monde dehors » rugit Javier d'une voix qui fit trembler les murs. Tandis que les clients terrifiés se précipitaient vers les sorties dans un mouvement de panique, Javier se retourna vers Julia. Il déboutonna son veston taché de vin et le jeta sur la banquette de cuir. Il retroussa les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras musclés couverts de tatouages complexes. « Tu me dois 57 000 réaux » dit Javier, sa voix descendant à un ronronnement dangereux. « Et puisque tu ne peux pas payer en argent, nous allons négocier une autre forme de paiement. » Julia fit un pas en arrière instinctivement. « Je ne fais pas ce genre de choses, monsieur. » Javier eut un sourire en coin. « Enlève tes pensées du caniveau. Je ne veux pas de ton corps dans mon lit. Je veux voir ce que tu caches sous ce tablier ridicule. » Il désigna la lourde porte en fer au fond de la salle VIP. « En bas, à la salle de sport. Si tu parviens à tenir 3 minutes sur le ring avec moi sans être mise KO, j'oublie la dette. Et je te donnerai même un généreux pourboire. » Le cœur de Julia tambourinait contre ses côtes. La salle de sport, le ring, c'était le seul endroit où elle ne devait absolument pas aller. Si elle se battait, elle révélerait qui elle était vraiment. Si elle se révélait,
Les gens qui la traquaient la trouveraient. Et s'ils la trouvaient, elle serait morte en 48 heures. Et si je refuse? Demanda-t-elle doucement. Javier sortit un briquet argenté de sa poche et commença à ouvrir et fermer le capuchon de manière répétitive. Clic, clic, clic. Alors Marcelo, ici présent, t'emmène dans la ruelle arrière et t'apprend une leçon sur le respect des supérieurs. Et crois-moi, Marcelo ne sait pas quand s'arrêter. Julia regarda Marcelo, qui faisait craquer ses articulations avec un sourire sadique sur son visage en sueur. Puis elle regarda de nouveau Javier. Ce caïd arrogant pensait défier une serveuse sans défense pour une correction humiliante, juste pour évacuer son stress. Il pensait être le requin dans le bassin. Julia détacha lentement son tablier, retira ses lunettes, les plia soigneusement et les posa sur la table. Sans ses verres épais, son regard était saisissant. Un verre émeraude perçant, acéré comme du verre brisé. 3 minutes, dit-elle. Sa voix ne tremblait plus, elle était plate, froide et totalement calme. Le sourire de Javier s'élargit, mais un éclair de doute qu'il ne pouvait expliquer lui serra l'estomac. 3 minutes, poupée. Essaie de ne pas mourir. Le sous-sol de l'Onyx offrait un contraste brutal avec le luxe de velours de l'étage. C'était un espace caverneux de briques apparentes et de béton brut, sentant l'assurance, le fer et l'eau de javel forte. Au centre s'élevait un ring de boxe de taille réglementaire, la toile tachée de marques sombres qu'aucun produit de nettoyage ne pouvait totalement effacer. C'était là que la famille Almeida réglait les litiges qui ne pouvaient être résolus par l'argent ou la négociation. Javier monta sur le ring, sautillant légèrement sur la pointe des pieds. Il était doué, Julia le vit d'emblée. Il se déplaçait avec la confiance fluide d'un homme qui s'entraîne régulièrement et sérieusement. Ce n'était pas un professionnel, mais un bagarreur de rue expérimenté, fort, agressif et habitué à gagner par la force brute et l'intimidation pure. Bruno se tenait près de la cloche, paraissant nerveux face à la situation. Marcelo s'appuyait contre les cordes, un verre de whisky à la main, riant aux éclats. 500 réaux qu'elle commence à pleurer dans 30 secondes. Javier. Mais en 1000, répondit Javier sans quitter Julia des yeux. Allez, monte. Julia resta immobile à l'extérieur des cordes. Elle avait retiré son uniforme de serveuse pour révéler un simple débardeur gris et un legging noir qu'elle portait en dessous. Ses bras étaient fins mais définis, les muscles longs et denses comme des câbles d'acier. Elle retira ses chaussures de travail bon marché, foulant la toile pieds nus. Elle sentit la texture rugueuse du tapis sous ses plantes de pied, et une adrénaline ancienne et familière envahit son système nerveux. C'était une drogue dont elle était restée propre pendant 7 mois entiers. L'ombre s'éveillait de son coma auto-imposé. « Contrôle-toi », se dit-elle mentalement. « Ne le blesse pas, survis simplement. Défends-toi, fais en sorte que ça ressemble à de la chance. » « Des gants ?» demanda Julia en regardant le support mural. « À main nue » dit Javier en levant ses poings serrés. « Je veux sentir quand je te frappe. À moins que tu n'aies peur ?» Il cherchait délibérément à la provoquer. Il voulait qu'elle soit en colère, négligente, émotive. Julia ne répondit rien. Elle marcha simplement vers le centre du ring et leva les mains. Mais elle n'adopta pas une posture de boxe traditionnelle. Elle garda les mains ouvertes, les paumes tournées vers lui, une garde défensive qui semblait amateur pour un œil non averti, mais qui était en réalité une variante de la garde thaïlandaise, conçue pour capturer et bloquer les coups. « Tant » cria Bruno en frappant violemment la toile. Javier chargea immédiatement. Il ne retint rien. Il lança un direct du droit, visant son menton. C'était un coup destiné à clore l'affaire instantanément, à éteindre les lumières. Julia vit le signal dans le muscle de son épaule avant même que le bras ne bouge. Le temps sembla ralentir autour d'elle. Elle aurait pu glisser à l'intérieur et lui briser les côtes avec un uppercut. Elle aurait pu balayer sa jambe et lui fracasser le crâne sur la toile. Au lieu de cela, elle fit le strict minimum nécessaire. Elle se baissa frénétiquement, simulant une réaction de pure panique. Le poing de Javier siffla au-dessus de sa tête, le souffle du coup frôlant son oreille. Fuyante, grogna Javier avec agacement. Il pivota et lança un crochet du gauche pesant. Julia recula en chancelant, trébuchant intentionnellement sur ses propres pieds et s'effondrant contre les cordes. Le crochet rata son nez de 2 centimètres. « Relève-toi » aboya Javier, savourant la poursuite. « Arrête de fuir. » Julia se releva, respirant bruyamment. « Je n'y arrive pas » cria-t-elle, ajoutant un tremblement convaincant à sa voix. 2 minutes restantes, provoqua Marcelo sur le côté. « Frappe-la, Javier. Abîme-lui ce joli visage. »
Javier l'acula dans un coin du ring. Il déchaîna une rafale de coups au corps. Julia se couvrit, serrant les coudes contre ses côtes. C'était la défense classique en coquille. Pour Javier, elle semblait se recroqueviller de peur. En réalité, elle absorbait chaque coup sur ses avant-bras et ses coudes, protégeant ses organes vitaux avec une précision chirurgicale. Il frappe fort, nota-t-elle analytiquement. Bonne puissance, mauvaise précision. Il s'engage trop dans son poids. L'un des coups de Javier glissa à travers sa garde et érafla son pommette. La peau s'ouvrit. Un filet de sang chaud coula sur son visage. La vue du sang rouge vif sembla déclencher quelque chose de primitif chez Javier. Son regard s'assombrit dangereusement. Il prépara un croisé, un coup massif et télégraphié qui laissait tout son buste complètement exposé. Ce fut de l'instinct pur, une mémoire musculaire automatique et indéniable. Alors que Javier lançait son coup, le corps de Julia prit le contrôle. Elle ne put s'en empêcher. L'ouverture était trop parfaite, trop flagrante. Elle changea de niveau, pivotant sur son pied droit, et projeta son poing vers le haut, non pas avec sa force totale, mais avec une précision millimétrée, visant le plexus solaire. TUD. Le son fut d'un mat dégoûtant. Les yeux de Javier sortirent de leurs orbites. L'air quitta ses poumons dans un sifflement violent. Il chancela en arrière, se tenant la poitrine, son visage virant au violet sombre. Il s'étouffait, tentant d'inspirer, mais son diaphragme était totalement paralysé. Le silence retomba sur la salle comme une chape de plomb. Marcelo laissa tomber son verre, qui se fracassa bruyamment sur le béton. Julia resta là, sa poitrine se soulevant rapidement. Elle réalisa qu'elle venait de sortir complètement de son personnage. Une serveuse ne sait pas porter un coup au foie. Une serveuse ne sait pas exactement où se trouve le plexus solaire. Javier tomba à genoux, respirant avec difficulté. Il leva les yeux, des larmes coulant par manque d'oxygène, mais il n'y avait plus de colère sur son visage. Il y avait de la reconnaissance, une compréhension lente et choquante. « Qui es-tu » parvint-il à dire entre deux inspirations pénibles. Julia recula rapidement vers les cordes. « J'ai eu de la chance. Vous avez glissé. »« Menteuse » haleta Javier en s'efforçant de se remettre debout. Il souffrait d'une douleur immense et paralysante, mais il l'ignora totalement. Il essuya la sueur de son front. C'était un crochet au foie. Professionnel. Précis. Mortel. Il s'avança vers elle, non plus agressivement cette fois, mais avec une intensité terrifiante dans le regard. « Tu n'es pas serveuse. Tu es une combattante entraînée. »« J'ai pris des cours de self-défense à la salle du quartier, » mentit Julia, cherchant une issue du regard. « Ne me mens pas, » rugit Javier, sa voix résonnant sur les murs de béton. « Je reconnais la violence quand je la vois. Tu bouges comme une tueuse professionnelle. » Il s'arrêta à 50 centimètres d'elle, regarda l'entaille sur sa joue, puis baissa les yeux vers ses mains. Il saisit sa main droite, forçant sa paume à s'ouvrir. Il traça les callosités épaisses sur ses articulations avec le pouce. « Ça ne vient pas du port de plateau, » dit-il doucement, presque avec révérence. Soudain, la lourde porte en fer au sommet de l'escalier vola en éclats. « Patron, on a un sérieux problème. » C'était le garde du corps d'en haut, essoufflé. Javier ne quitta pas Julia des yeux. « Je suis occupé. »« C'est le syndicat !» cria le garde, la panique évidente dans la voix. 3 camionnettes noires dehors. Ils disent qu'ils vont entrer pour chercher Marcelo. Marcelo, l'associé ivre de Sao Paulo, sembla soudain redevenir sobre. « Javier, tu dois me protéger. Le syndicat pense que j'ai détourné leur cargaison à Santos. » Javier lâcha enfin la main de Julia, se tournant vers Marcelo avec une expression de dégoût absolu. « Tu as amené la guerre devant ma porte. »« Je ne savais pas qu'il savait que j'étais ici, » supplia Marcelo désespérément. Un grand fracas retentit à l'étage, suivi de coups de feu. Le claquement distinctif de pistolets semi-automatiques déchira l'air. « Ils envahissent l'entrée » cria Bruno, dégainant une arme de sa ceinture. « Patron, on doit vous emmener au coffre-fort. » Javier regarda intensément Julia. « Tu peux sortir par la porte arrière. »« Par maintenant ?» Julia hésita une seconde éternelle. Elle devrait partir. Ce n'était pas sa bataille. Elle devrait courir, disparaître, trouver une nouvelle ville, changer de nom encore une fois. Mais alors, elle entendit des bottes marteler lourdement les escaliers métalliques. La porte vola en éclats et 4 hommes en équipement tactique, armés de pistolets mitrailleurs MP5 avec silencieux, envahirent la salle de sport. Ce n'étaient pas de simples voyous de bas étage,
Ils se déplaçaient comme des soldats entraînés, des mercenaires professionnels. « Tuez tout le monde !» ordonna froidement le tireur de tête. Bruno riposta, se mettant à l'abri derrière un poteau du ring. Javier plongea derrière une pile de tapis, dégainant un pistolet d'un étui à sa cheville. Mais Julia était totalement exposée au milieu du ring. Le tireur de tête leva son arme, visant directement sa poitrine. Javier cria « Julia, baisse-toi !» mais elle ne bougea pas d'un pouce. Elle vit le doigt du tireur presser la détente, vit l'angle du canon de l'arme. À cet instant précis, Julia Carvalho mourut définitivement et l'ombre renaquit de ses cendres. Elle ne s'éloigna pas de l'arme, elle courut directement vers elle. La distance entre Julia et le tireur de tête était de 5 mètres. Dans le monde de la balistique, c'est une éternité. Mais Julia se déplaça avec une explosion de vitesse défiant la physique, se propulsant sur son pied arrière comme une sprinteuse sortant des blocs. Le tireur, un mercenaire expérimenté nommé Siro, ajusta son tir. Il s'attendait à ce qu'elle fasse des zigzags ou qu'elle plonge. Il ne s'attendait pas à une attaque frontale suicidaire. Lorsque son cerveau enregistra sa trajectoire, elle était déjà dans la zone morte, l'espace trop proche pour qu'un fusil soit efficace. Julia frappa le canon du MP5 vers le haut avec sa paume gauche. L'arme fit feu, envoyant une rafale de balles dans le plafond de béton, faisant pleuvoir de la poussière sur eux. Simultanément, elle avança, enfonçant son coude droit dans la gorge de Siro. Le bruit du cartilage écrasé fut audible malgré les tirs résonnants. Siro lâcha son arme, se prenant le coup, s'étouffant avec sa propre trachée effondrée. Julia ne s'arrêta pas pour le voir tomber. Elle saisit le MP5 par la sangle, pivota et utilisa le corps de Siro comme bouclier humain. Les 3 autres tireurs ouvrirent le feu sans hésiter. Les balles s'écrasèrent dans le gilet tactique de Siro, secouant le cadavre contre le dos de Julia. Javier, observant depuis sa cachette, sentit un frisson lui parcourir l'échine qui n'avait rien à voir avec la température. Il avait vu des assassins professionnels à l'œuvre, des agents du Mossad à Tel Aviv, des tueurs de la Bratva à Moscou, mais il n'avait jamais rien vu de comparable à cela. Ce n'était pas une bagarre de rue, c'était de la géométrie appliquée, une efficacité absolue de mouvements calculés. Julia s'agenouilla, épiant depuis le flanc de Siro. Elle ne tira pas en rafale désordonnée, elle lâcha 2 coups précis et assurés. Crac, crac. Le deuxième tireur, un homme massif près de la porte, s'effondra, un trou parfaitement circulaire au milieu du front. Le troisième tireur, réalisant que le vent avait tourné, courut se mettre à l'abri derrière le ring. Il braqua son arme vers Bruno, acculé et en train de recharger. « Bruno, dégage de là !» hurla Javier, sortant de sa cachette pour fournir un tir de couverture. Mais Julia fut plus rapide. Elle jeta le pistolet mitrailleur vide et courut vers le ring. Elle sauta par-dessus la corde supérieure, un mouvement exigeant une force abdominale immense, et utilisa l'élan pour balancer ses jambes, frappant le troisième tireur à la tête d'un ciseau sauté alors qu'il tentait de se relever. La force de l'impact le mit KO instantanément. Il s'écroula au sol, son casque roulant au loin. Le silence revint dans la salle de sport, plus pesant qu'auparavant. L'air était saturé de l'odeur de poudre brûlée et de sang frais. Marcelo était recroquevillé dans un coin, sanglotant. « Ils sont morts? Ils sont tous morts ?» Julia resta debout au centre du carnage, sa poitrine haletante. L'adrénaline commençait à retomber, remplacée par la réalité froide de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle s'était totalement exposée. Le masque était tombé pour toujours. Elle se tourna vers Javier. Celui-ci baissa lentement son pistolet, traversa les débris, ses yeux ancrés dans les siens. Il ne regarda pas les assaillants morts, il ne regarda que la serveuse au chignon défait et au débardeur taché de sang. « Tu as nettoyé une salle de 3 mercenaires des forces spéciales en 15 secondes, » dit Javier. Sa voix était dépourvue de son arrogance habituelle, elle était vide, empreinte d'une compréhension terrifiante qui émergeait lentement. Julia ne répondit pas. Elle marcha vers l'endroit où ses lunettes gisaient au sol, les ramassa et les remit en place. C'était un geste futile, une tentative de remettre son déguisement, mais il était trop tard. « On doit sortir d'ici, » dit Julia d'une voix rauque. Ce n'était que l'équipe d'assaut. L'équipe de nettoyage sera là dans 3 minutes. Si le syndicat est sérieux, ils vont brûler ce bâtiment jusqu'aux fondations. Javier acquiesça, repassant automatiquement en mode général. Bruno, va chercher la voiture à la sortie arrière, maintenant. Bruno, regardant Julia avec des yeux écarquillés par la crainte, monta les escaliers en courant. Marcelo, on bouge?
aboya Javier en saisissant l'homme sanglotant par le col. Je n'arrive pas à marcher, mes jambes sont du coton. Pleurnicha pathétiquement Marcelo. Javier lui envoya une violente gifle. Marche ou crève, c'est ton choix. Ils se dirigèrent vers la sortie de secours dans la ruelle. Julia prit la tête, se déplaçant avec une arme récupérée sur l'un des hommes tombés. Elle vérifiait les angles, dégageait le couloir et leur faisait signe de bouger en silence total. Javier observait son dos et remarqua un tatouage sur son épaule droite, partiellement visible à travers la déchirure de son débardeur, une pièce d'échec noire, une reine. Un souvenir le frappa comme un train en marche. 2 ans plus tôt, une histoire racontée par son cousin à Belo Horizonte, un ring de combat clandestin où une femme avait vaincu le champion poids lourd du circuit minier. On l'appelait l'ombre. Elle combattait avec un masque noir, ne parlait jamais. Elle avait disparu après le combat, laissant derrière elle une traînée d'hommes brisés et la légende qu'elle était un fantôme. Javier ressentit une sensation étrange dans sa poitrine. Ce n'était plus de la peur, c'était une fascination profonde et dangereuse. La serveuse maladroite et fade qu'il avait tenté d'humilier était la femme la plus dangereuse du continent, et elle était actuellement la seule chose le maintenant en vie. Leur cachette n'était pas une maison ordinaire, c'était une forteresse dans les nuages, un appartement-terrasse au 90e étage de l'Océan Tower, surplombant la baie de Guanabara. Les fenêtres étaient en polycarbonate par balles, les murs renforcés d'acier, et l'ascenseur exigeait un scan rétinien. Bruno s'effondra sur le canapé en cuir italien, saignant d'une éraflure au bras. Marcelo se précipita immédiatement au bar, se versant un verre, les mains tremblant de façon incontrôlée. Javier ne s'assit pas. Il faisait les 100 pas, son énergie cinétique et rageuse. Julia se tenait près de la baie vitrée, regardant les lumières de la ville en bas. Elle avait refusé de s'asseoir. Elle tenait toujours son arme, bien qu'elle l'eût abaissée. Elle semblait déplacée dans ce luxe ultramoderne, couverte de poussière et de sueur, pieds nus et blessée. « Pose cette arme, ordonna Javier en se tournant vers elle. Tu es en sécurité ici. Sécurité est un terme relatif, monsieur Almeida, dit froidement Julia. Vous avez une fuite. Le syndicat savait exactement où vous étiez et avec qui. Cela implique que quelqu'un dans votre cercle intime vous a vendu. Marcelo s'étouffa avec sa boisson. Ne me regarde pas. J'ai failli mourir aussi. Je ne te regarde pas, dit calmement Julia. Tu es bien trop incompétent pour organiser une attaque de ce niveau. Tu étais là pas l'architecte. Javier plissa les yeux dangereusement. Tu parles beaucoup pour une serveuse muette. Il s'approcha d'une table en acajou poli et lui lança une serviette. Essuie ce sang. Tu saignes. Julia rattrapa la serviette au vol, mais ne fit pas un geste pour nettoyer le sang séché sur sa joue. Je dois partir. J'ai payé votre dette, j'ai sauvé votre vie. Nous sommes quittes. Quitte. Javier rit, un son rauque. Tu penses pouvoir sortir d'ici comme ça? Tu viens de tuer 4 hommes dans mon sous-sol. La police va infester l'Onyx. Ton visage est sur les caméras de sécurité. J'ai effacé les enregistrements, dit Julia avec calme. Avant de monter au carré VIP, j'ai mis le flux de sécurité en boucle. Une vieille habitude. Javier s'arrêta de marcher. Il la fixa, sincèrement impressionné. Qui es-tu vraiment? Je ne suis personne. Menteuse. Javier réduisit la distance entre eux, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle, utilisant sa taille pour tenter de l'intimider, mais elle ne recula pas d'1 millimètre. Elle soutint son regard avec cette même intensité verte terrifiante. J'ai vu le tatouage, murmura doucement Javier. La reine sur ton épaule. Les yeux de Julia s'écarquillèrent légèrement. C'était la première fissure dans son armure. Belo Horizonte, continua Javier, observant attentivement sa réaction. Il y a 2 ans, l'Iron Arena. Tu as combattu un type nommé Dragao. Il faisait 140 kilos de muscles injectés de stéroïdes. Tu lui as brisé le fémur au 2e round. Julia resta silencieuse, la mâchoire serrée. On t'appelait Londres, dit Javier, savourant le nom. La rumeur disait que tu étais une ex-membre des forces spéciales ou peut-être un agent de renseignement renégat. Tu as disparu après avoir refusé de perdre un combat volontairement pour le syndicat local. Ils ont mis ta tête à prix, 1 million de réaux. Il se pencha davantage, ses lèvres frôlant son oreille. C'est pour ça que tu te caches à Rio, avec des lunettes moches et en renversant du vin sur mon costume? Parce que la moitié du milieu brésilien veut ta mort. Julia le repoussa violemment. Ce fut une poussée brusque qui le fit reculer de quelques pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez,
siffla-t-elle d'un air menaçant. Je sais exactement de quoi je parle, répliqua Javier en retrouvant son équilibre. Et je sais que si je passe un appel à mes contacts dans le Minas une escouade de tueurs sera dans un avion d'ici 1 heure pour toucher cette prime. Julia leva son arme, pointée droit sur lui. Ne me menace pas, Javier. Je ne te menace pas, dit Javier en levant les mains dans une reddition moqueuse. Je t'offre un emploi. Julia cligna des yeux, confuse. Quoi? Le syndicat en a après moi, dit Javier, sa voix devenant sérieuse et calculatrice. Ils ont rompu la trêve. C'est une guerre ouverte. J'ai des soldats, j'ai des assassins, j'ai du muscle comme Bruno, mais je ne t'ai pas, toi. Il fit un geste vers elle. J'ai besoin de quelqu'un capable de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Quelqu'un qui nettoie une salle en 15 secondes. J'ai besoin d'une garde du corps qui n'a pas peur de mourir, parce qu'apparemment, tu n'as plus rien à perdre. Je ne suis pas une garde du corps, cracha Julia. Et je ne travaille pas pour des criminels. N'es-tu pas une criminelle? Pointa brutalement Javier. Tu viens de tuer 4 personnes et tu fuis un passé qui est sans aucun doute plus sanglant que mon présent. Il se dirigea vers le bar et se versa un verre d'eau qu'il lui tendit. Voici le marché, Julia, ou quel que soit ton vrai nom. Tu restes avec moi. Tu m'aides à écraser le syndicat. Tu couvres mes arrières jusqu'à ce que cette guerre soit finie. Et en échange, demanda Julia, regardant l'eau d'un air méfiant. Elle avait une soif insupportable. En échange, dit Javier, ses yeux ancrés dans les siens avec une intensité brûlante, j'utilise mes ressources pour blanchir totalement ton dossier. J'ai des gens à Interpol, j'ai des hackers capables d'effacer des bases de données entières. Je peux faire disparaître cette prime. Je peux te rendre ta vie, une vraie vie, pas cette existence de fantôme. Julia hésita longuement. C'était la seule chose qu'elle désirait plus que tout, la liberté réelle. Cesser de regarder par-dessus son épaule à chaque seconde. Cesser de porter le masque de la fille maladroite. Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance? Demanda-t-elle directement. Tu ne peux pas, admit Javier avec une honnêteté brutale. Mais en ce moment, je suis la seule option que tu aies. Tu sors par cette porte, tu es seul contre le syndicat, la police et ceux qui te traquent depuis le Mina. Tu restes ici, tu es sous la protection de la famille Almeida. Julia regarda l'arme dans sa main, puis Javier. Elle était fatiguée de courir sans fin, fatiguée de se cacher. Et étrangement, malgré son arrogance, malgré sa cruauté au club, il y avait quelque chose chez Javier Almeida qui l'attirait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vraiment vu. Elle enclencha la sécurité du pistolet et le posa sur la table. « Si vous me trahissez, dit Julia d'un murmure mortel, je ne vous briserai pas la jambe. J'arrêterai votre cœur. » Javier sourit largement. Ce n'était pas son sourire de brute cette fois, mais celui d'un roi qui venait de trouver sa reine. « Je compte là-dessus, dit-il. Soudain, le téléphone de Marcelo vibra sur le comptoir du bar. Il le ramassa, lut le message et devint pâle comme un linge. « Javier, bégaya-t-il. Les nouvelles, c'est partout. » Javier saisit la télécommande et alluma l'écran plat géant au mur. Flash Info clignota à l'écran. Une journaliste se tenait devant l'Onyx, des gyrophares bleus clignotant derrière elle. Massacre dans un club exclusif de Rio. La police a identifié le propriétaire Javier Almeida comme personne d'intérêt, mais des sources affirment qu'il recherche également une femme, une serveuse soupçonnée d'être complice. L'écran afficha une photo granuleuse provenant d'une caméra de circulation. C'était Julia et Javier fuyant vers la ruelle. L'image était floue, mais son visage était suffisamment visible. « Ils ont ton visage, » dit sombrement Javier. « La chasse est officiellement lancée. » Julia fixa l'écran, hypnotisée. Son anonymat s'était envolé pour toujours. Le fantôme était désormais public. « On doit bouger, » dit Julia, son esprit basculant déjà en mode tactique. « Cet endroit est trop voyant. Si la police le sait, le syndicat le sait aussi. »« J'ai un manoir à Buzio, » dit Javier pensivement. « Trop évident, » répliqua Julia. « Ils s'attendront à ce que vous alliez dans une forteresse. On doit aller là où ils ne chercheront pas. À un endroit public, mais invisible. »« Où ?» demanda Javier curieusement. Julia le regarda avec une lueur de défi dans les yeux. « Mon appartement à São Gonçalo. C'est un trou sans sécurité, sans concierge, et personne ne sait qu'il existe. » Javier regarda ses chaussures à 15 000 réaux, puis la poussière sur le legging de Julia. Le roi de Rio se cachant dans un appartement de banlieue à São Gonçalo. C'était absurde, c'était insultant, c'était parfait. « D'accord, »
dit enfin Javier. Emmène-moi dans ton château, princesse. Le trajet jusqu'à Sao Gonçalo fut une épreuve de tension pure. Ils avaient abandonné le SUV blindé trop visible de Javier trois pâtés de maison avant l'Onyx, l'échangeant contre une vieille Honda Civic que Julia démarra en faisant les fils en moins de 40 secondes. Javier était assis sur le siège passager, les genoux serrés contre le tableau de bord, ressemblant à un tigre enfermé dans une boîte en carton. Bruno était coincé à l'arrière avec un Marcelo tremblant. Ils se garèrent 2 rues avant un immeuble d'appartements aux briques décaissées. Le quartier était silencieux, l'air sentant les gaz d'échappement et l'asphalte mouillé. « C'est ici ?» demanda Javier en regardant la porte d'entrée couverte de graffitis. « J'ai des entrepôts plus beaux que ça. Il y a 4 sorties, des murs fins qui me permettent d'entendre les mouvements et des voisins qui ne posent pas de questions, » répondit Julia en coupant le moteur. « Sortez, gardez la tête basse. » L'appartement se trouvait au 4e étage, sans ascenseur. C'était un studio à peine plus grand qu'une cellule de prison. Un matelas à une place était posé au sol, fait avec une précision militaire impeccable. Une petite table supportait un ordinateur portable et une pile de téléphones jetables. Pas de photos au mur, pas de décoration, pas de plantes. C'était la maison d'un fantôme, de quelqu'un prêt à partir en 5 minutes sans laisser de traces. Bruno resta près de la porte, son corps immense bloquant le Judas. Marcelo s'effondra sur la seule chaise, buvant à une bouteille de vodka qu'il avait volée au club. Javier s'approcha de la fenêtre, épiant à travers les vieux stores. Si le syndicat nous trouve ici, on est pris au piège. C'est un goulot d'étranglement fatal. Ils ne nous trouveront pas, à moins que quelqu'un ne leur dise où nous sommes, dit Julia en jetant un regard acéré à Marcelo. Elle se dirigea vers une lame de parquet desserrée près de la kitchenette, la souleva et en sortit une trousse de premiers secours qui ressemblait davantage à un sac de traumatologie de zone de guerre. « Enlève ta chemise » ordonna-t-elle à Javier. Celui-ci haussa un sourcil. « Paye-moi au moins un dîner avant. Tu as reçu un coup au foie qui t'a mis à genoux et tu as percuté le sol violemment pendant la fusillade. Je dois vérifier s'il y a une hémorragie interne, » dit Julia d'une voix clinique et professionnelle. « Chemise. » Javier déboutonna sa chemise tachée et la laissa tomber. Son torse était une carte de cicatrices violentes, couteaux, balles, fils barbelés. Mais actuellement, un énorme hématome sombre fleurissait sur ses côtes là où Julia l'avait frappé. Elle enfila des gants en latex et commença à palper la zone avec des doigts froids et fermes. Lorsqu'elle pressa les côtes inférieures, Javier siffla de douleur. « Rien de cassé », conclut-elle en appliquant un gel rafraîchissant. « Mais tu vas le sentir pendant des semaines. »« Tu frappes comme un camion », grogna Javier en baissant les yeux vers elle. Elle était si proche qu'il sentait une légère odeur de vanille sous la poudre et la sueur. Sans l'uniforme informe, sans son jeu d'actrice, elle était captivante. Ses mouvements étaient économes, intelligents et précis. « J'ai retenu mon coup », murmura Julia en posant un bandage sur une entaille à son épaule. « Si j'avais mis toute la rotation de mes hanches, j'aurais rompu l'organe. » Javier lui saisit le poignet. L'air dans la minuscule pièce sembla soudain pesant, chargé d'électricité statique. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pourquoi ne m'as-tu pas tué ?» demanda Javier. Leurs regards s'ancrèrent. « Oui, tu détestes les hommes comme moi, arrogants, violents. Je t'ai traité comme un déchet. »« C'est vrai, » acquiesça calmement Julia. « Mais vous ne m'avez pas regardé avec pitié. Vous m'avez regardé avec défi. Et quand la fusillade a commencé, vous avez essayé de me protéger. Vous avez crié pour que je me baisse. » Elle retira délicatement sa main. « J'ai l'habitude que les hommes m'utilisent comme bouclier, Javier. Vous êtes le premier qui a tenté d'être le bouclier pour moi. » Javier resta silencieux, la regardant se déplacer dans la pièce, vérifiant les verrous, éteignant les lumières pour ne pas projeter d'ombre suspecte. Il réalisa qu'il voyait la femme réelle sous les couches de traumatisme et d'instinct de survie, et il voulait tout savoir. « Qui t'a appris ?» demanda Javier dans l'obscurité. « Belo Horizonte. C'est là que tu as combattu, mais où as-tu appris à tirer, à esquiver un JAB comme ça ?» Julia s'assit au bord du matelas, nettoyant méthodiquement le pistolet volé. « Mon père, il était compliqué. Il voulait un fils, il a eu une fille. Alors il a décidé de construire le fils qu'il voulait à partir de la fille qu'il avait eue. Est-il toujours en vie ?» demanda prudemment Javier. « Non, » dit Julia d'une voix monotone. « Je l'ai tué. » L'aveu resta suspendu dans l'air lourd. Marcelo ronflait bruyamment sur sa chaise. Bruno bougea près de la porte, mal à l'aise. Javier ne recula pas d'un pouce. Dans son monde,
Le parricide n'était pas un péché, c'était parfois une pure nécessité. C'était justifié. C'était de la survie, dit Julia. Elle regarda Javier directement. Il m'a vendu au syndicat de combat quand j'avais 16 ans. Je me suis échappée quand j'en avais 24. C'est la nuit où il est mort. Javier s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le matelas étroit. La proximité était enivrante, magnétique. Il tendit la main et toucha une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage. « Tu n'es pas une serveuse, Julia, » murmura-t-il doucement. « Et tu n'es pas un monstre. Tu es une reine en exil forcé. » Julia sentit un frisson lui parcourir toutes les chines. Elle s'abandonna à son contact juste une seconde, s'autorisant le luxe du contact humain qu'elle s'était refusé pendant des années. « On n'a qu'un lit, » dit-elle d'une voix rauque et fatiguée. « Je dors par terre, » proposa Javier, se surprenant lui-même. « Ne sois pas idiot. Tu es blessé, » dit Julia. Elle s'allongea le dos contre le mur, l'arme sous l'oreiller. « On partage, dos à dos. Si quelqu'un franchit cette porte, on se réveille en combattant. » Javier s'allongea à ses côtés. Le matelas était étroit, son dos pressé contre le sien. Il sentait la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration. Pour la première fois en 10 ans, Javier Almeida ne ressentit pas le besoin de dormir avec un œil ouvert. Il avait l'ombre pour protéger son dos. L'aube se leva sur Sao Gonçalo, projetant une lumière grise et blafarde dans le studio. Julia était éveillée avant le soleil, son horloge interne calibrée sur le danger constant. Elle glissa prudemment hors des bras de Javier. Pendant son sommeil, le chef de la mafia s'était accroché à elle, non comme à une arme, mais comme à une bouée de sauvetage. Elle se déplaça silencieusement vers la table où les téléphones étaient empilés. Marcelo était toujours affalé sur sa chaise, ronflant, ignorant qu'il respirait en sursis. Julia avait cloné sa carte SIM pendant la nuit. Elle ouvrit l'ordinateur et consulta les registres numériques. Son sang se glaça. 3 messages envoyés à 2 heures du matin. Destinataire, numéro inconnu. Message 1. On est à Sao Gonçalo. Immeuble de briques, 4e étage. Message 2. La serveuse et la tireuse. Message 3. Amenez du lourd. Julia ne cria pas, ne devint pas hystérique. Le calme froid de l'ombre l'envahit. Elle s'approcha de la chaise, saisit une poignée de cheveux gras de Marcelo et fracassa son visage contre l'accoudoir en bois avec une force brutale. Marcelo se réveilla dans un cri aigu. Javier fut debout instantanément, arme au poing. « Julia, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il nous a vendus, » dit Julia en jetant l'ordinateur sur les genoux de Marcelo. Javier lut l'écran, son visage devenant de marbre. « Tu nous as vendus au syndicat après que j'ai sauvé ta vie misérable. »« Ils ont menacé ma mère !» pleurnicha Marcelo, crachant du sang de ses lèvres gercées. « Je n'avais pas le choix. »« Tout le monde a le choix, » dit Javier en levant son pistolet sur sa tempe. « Ne le tue pas, » ordonna Julia, vérifiant le chargeur de sa propre arme. « Mort, il est une charge, vivant, il est un atout. S'il leur envoie des messages, ils écoutent. » Elle fourra le téléphone dans les mains tremblantes de Marcelo. « Réponds-leur. Dis que la garde du corps est morte et que la porte n'est pas verrouillée. »« Pourquoi ?» demanda Bruno depuis son poste près de la fenêtre, confus. « Parce que je veux qu'ils entrent par cette porte en pensant avoir déjà gagné, » dit froidement Julia. Elle écarta le matelas d'un coup de pied, créant une barricade improvisée. « Javier, couvre-toi. Marcelo, assieds-toi près de la porte. Si tu fais le moindre bruit pour les avertir, je te tue moi-même. » Marcelo s'assit au sol, pleurant silencieusement. « Ping, ils ont répondu, » murmura Marcelo terrifié. « Arrivé dans 40 secondes. »« Prête, » murmura Julia à Javier derrière le matelas. « N'est prêt, » répondit Javier, le doigt crispé sur la détente. La porte ne s'ouvrit pas simplement, elle explosa. Un bélier pulvérisa le bois et 3 hommes en veste sombre envahirent la pièce, s'attendant à une exécution facile. Ils virent Marcelo au sol et sourirent. Bang! Le tir de Julia frappa le premier homme à la gorge. Javier surgit et logea 2 balles dans le second. Tir de suppression! Hurla Julia alors que le couloir explosait en rafales d'armes automatiques. Les balles déchirèrent les cloisons, remplissant la pièce d'une poussière de plâtre suffocante. Marcelo hurla jusqu'à ce qu'une balle perdue de ses propres alliés le fasse taire à jamais. « On ne pourra pas tenir !» cria Javier par-dessus le vacarme assourdissant. « Ils sont trop nombreux !» La fenêtre. Julia saisit une grenade assourdissante de son sac tactique, une relique de sa vie passée. Elle dégoupilla et la lança dans le couloir. Doum!
Une lumière aveuglante et une explosion de choc secouèrent tout l'immeuble. Profitant de la confusion, Julia traîna Javier vers l'escalier de secours. « Monte sur le toit !» Ils montèrent en courant, les marches métalliques résonnant sous leurs pas. Bruno suivait derrière, lâchant des tirs de couverture sauvage. Ils atteignirent le toit, une étendue de goudron et de gravier. Là, Julia désigna l'immeuble voisin. Il se trouvait à 2 mètres de distance, au-dessus d'une ruelle plongeant sur 4 étages. « On doit sauter. »« Sauter ou mourir » rugit Javier. La porte d'accès au toit explosa derrière eux. 7 soldats du syndicat en sortirent en courant, armes levées. Julia n'hésita pas une demi-seconde. Elle s'élança dans le vide, atterrissant en roulade sur le toit adjacent. Javier la suivit, atterrissant lourdement mais sain et sauf. Ils se retournèrent pour chercher Bruno. Le grand garde du corps courut vers le bord. Il sauta, mais un seul coup de feu retentit. Une balle le cueillit en plein vol. Son élan se brisa. Il rata le bord de quelques centimètres. « Bruno !» Javier plongea en avant, hurlant de désespoir. Il regarda, impuissant, son soldat le plus fidèle s'écraser sur une benne à ordures 4 étages plus bas. Javier resta figé, fixant l'abîme. « Ils l'ont tué. Ils ont tué Bruno. Et ils vous tueront aussi si vous ne bougez pas. » Julia lui saisit le visage et le frappa fort. « Bouge, Javier !» Elle le tira du bord alors que les balles commençaient à faire éclater le béton autour d'eux. Ils coururent sur les toits de São Gonçalo, une course de parcours désespéré contre la mort, finissant par glisser le long d'une échelle de secours 5 pâtés de maisons plus loin. Ils s'effondrèrent dans une ruelle étroite derrière une benne, haletant. Javier tremblait, non de peur, mais d'une rage qui le consumait. « Ils vont payer » siffla-t-il, les larmes se mêlant à la poussière sur son visage. « Je vais réduire le syndicat en cendres. »« Oui, vous le ferez » dit Julia d'une voix ferme. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on survit. » Javier la regarda. Il avait perdu son costume, son argent, son garde du corps et sa couronne. Il ne lui restait rien, sauf elle. « Où allons-nous » demanda-t-il, la voix brisée. « Je n'ai plus aucune maison sûre. » Julia se redressa et rangea son arme à sa ceinture. Elle tendit la main au roi déchu de Rio. « Vous m'avez, moi, » dit-elle avec conviction. « Et je connais un endroit où la mafia ne va jamais, un endroit où l'ombre s'entraînait. On y va, on guérit, et ensuite, on reconquiert votre ville. » Javier regarda sa main calleuse et marquée de cicatrices. Il la serra fort. « Guide-moi. » La salle de sport L'Enclume d'Acier était un bâtiment fantôme sous les rails bruyants du métro. Elle n'existait sur aucune carte, ce qui la rendait parfaite. Quand Ted, un homme sculpté dans le granit et les cicatrices, ouvrit la porte d'acier, il regarda Julia blessée puis Javier tremblant. « L'ombre » grogna Ed. « Tu as ramené un vagabond. »« J'ai ramené un partenaire » corrigea Julia en guidant le roi déchu à l'intérieur. Pendant 2 semaines, la salle devint leur univers entier. Javier, dépouillé de ses costumes, de sa richesse et de ses soldats, dut se reconstruire à partir de zéro. Julia l'entraîna impitoyablement. Elle lui enseigna la discipline là où régnait l'ego, la précision là où résidait la rage brute, et lentement, quelque chose changea entre eux. Le respect se mua en confiance. La confiance se mua en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Une nuit, en nage après un entraînement brutal, Javier accula Julia contre le mur de la salle. « Je t'aime » dit-il simplement. Julia l'embrassa, avec force et désespoir. « Alors finissons ensemble. » Leur plan était d'une audace folle. Le syndicat célébrait la mort présumée de Javier par une fête à l'Onyx. Ils y pénétreraient comme des fantômes revenant d'entre les morts. Ils entrèrent par le toit, descendant en rappel comme des spectres silencieux. Quand Javier mit le pied dans la salle principale, tout le club se figea. Les ennemis virent un mort marcher. L'hésitation les tua. Julia et Javier se déplacèrent comme une unité synchronisée, dansant à travers le chaos avec une efficacité létale. En 20 minutes, tout était fini. Carlos Gallo, le chef du syndicat, était à genoux, entouré de fichiers compromettants éparpillés. « La police fédérale va adorer ces documents », dit Julia en photographiant tout. Javier pointa son arme sur la tempe de Carlos. « C'est pour Bruno. » Mais il ne pressa pas la détente. Il laissa la justice faire son travail. 3 mois plus tard, l'Onyx était de nouveau ouvert, mais cette fois Julia se tenait aux côtés de Javier, non plus comme une ombre, mais comme son égale. Elle portait une robe émeraude assortie à ses yeux, ses cheveux lâchés, et n'avait plus ses lunettes horribles.
Javier l'attira contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. « Ma reine, murmura-t-il. Notre royaume, corrigea-t-elle en souriant. Il s'était transformé. Lui, de prédateur arrogant en un roi doté d'une conscience. Elle, de proie cachée en une guerrière libre. Ensemble, ils n'étaient plus le chasseur et la proie. Ils étaient des égaux, des partenaires qui comprenaient l'obscurité de l'autre et choisissaient la lumière malgré tout.